Daphné est une nymphe d'une grande beauté. Elle est la fille du dieu fleuve. Pénée, solitaire, elle vaque à ses occupations dans les forêts du Péloponnèse. Elle est passionnée par la chasse et aime à se promener dans les forêts. Elle fuit ses prétendants au grand désespoir de son père qui la voudrait marier. Quand trouveras-tu un mari et quand me donneras-tu de beaux enfants? Oh, laisse-moi encore un peu de temps, père chéri. J'aime trop ma liberté. Je me plais tant à parcourir les forêts. Je te l'accorde, mon enfant. Mais Cupidon en décide autrement. Et nous allons voir comment le premier amour d'Apollon fut Daphné. Cet amour est né non pas du hasard aveugle, mais de la colère cruelle du dieu de l'amour. Apollon aperçoit Cupidon en train de courber les extrémités de son arc en tirant sur la corde. Que fais-tu, petit coquin, avec des armes puissantes? Celle que tu portes, c'est à mes épaules qu'elle convient. À moi, qui suis capable de blesser à coup sûr une bête sauvage ou de blesser un ennemi. À moi, qui est battu par d'innombrables flèches le piton gonflé de venin. Mais toi, contente-toi avec ta torche d'allumer des amours chez les filles du Foudra. Ne prétends pas avoir le même succès que moi. C'est vrai que ton arc atteint tous ses buts, Apollon, mais le mien, c'est toi qui l'atteindras. Tu es plus fort que tous les êtres vivants, cependant, ta célébrité est inférieure à la mienne. Sur ces paroles, battant l'air à coups d'aile, il va rapidement se poser sur le sommet ombreux du Parnasse. Puis il tire de son carquois 2 flèches aux effets opposés. Celle qui fait naître l'amour est dorée et sa pointe aiguisée resplendit. Celle qui le met en fuite est en plomb. Avec la seconde, le dieu atteint Daphné. Avec la première flèche, il blesse Apollon. Apollon est aussitôt amoureux de Daphné. Le dieu brûle d'amour. Oh, Daphné, tes doigts sont si fins. Tes yeux ressemblent à des as. Tu es magnifique, Daphné. Je ne veux pas de ton amour, Apollon. Oh non, fille de Pénée, reste, je t'en supplie, reste. Oh non, je ne te poursuis pas en ennemi. Oh non, reste. Tu fuis comme la brebis fuit le loup. Je ne suis pas un berger de montagne, ni un repoussant gardien de bœufs ou de moutons. Je suis le fils de Jupiter. Il allait en dire plus, mais Daphné, apeurée, s'enfuit et le laisse là avec son discours inachevé. Elle semblait toujours belle à ses yeux. Le jeune dieu ne peut se résoudre plus longtemps à gaspiller de tendres paroles. Et poussé par l'amour même, il se lance après elle en redoublant de vitesse. Apollon est le plus rapide et ne s'accorde pas de repos. Il frôle déjà le dos de la fugitive. À bout de force, elle a pâli et, épuisée par cette fuite si rapide, elle tombe les yeux vers les eaux du Pénée. Viens à mon secours, mon père. Si les fleuves comme toi ont bien un pouvoir divin, en me métamorphosant, fais-moi perdre cette apparence trop séduisante. Soit, par amour pour toi, j'accepte ta demande, mon enfant. Eh bien, puisque tu ne peux pas être mon épouse, tu seras mon arbre. C'est désormais, ô toi laurier, qui ornera ma chevelure, ma lyre et mes carquois. Et toi, sois toujours pareil de feuilles persistantes. Ainsi avait parlé Apollon. Le laurier inclina les branches qui venaient de pousser
et on le vit remuer sa cime comme une tête qui acquiesçait. Il n'y avait pas dans toute la Lydie femme plus habile à filer et à tisser qu'Arachné. Elle était pourtant d'origine modeste. Son père teignait la laine avec le murex, ce coquillage dont on extrait la couleur pourpre. Sa mère était morte. Arachné habitait dans une petite ville, mais elle était célèbre dans toute l'Asie mineure. Souvent, les nymphes abandonnaient leurs vignoles ou les rives du Pactole aux jeux pailletés d'or pour venir admirer son travail. Si elle appréciait les étoffes une fois qu'elle était tissée, elle aimerait encore plus voir comment la jeune fille parvenait à ce résultat. Elle la regardait façonner des pelotes à partir de la laine brute, assouplir les flocons laineux avec les doigts pour les étirer en longs brins, faire tourner du pouce le fuseau de bois poli ou encore broder à l'aiguille. Quelle étoffe magnifique! C'est de toute beauté. Waouh, c'est magnifique! Quel travail admirable! Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est de toute beauté, je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'est incroyable. C'est une étoffe de toute beauté. Arachné est une si bonne ouvrière que les gens du village sont persuadés qu'elle est une élève de la déesse Pallas, experte dans les arts et travaux domestiques. Elle n'a certainement pas acquis ce savoir toute seule. C'est sûr. C'est Pallas qui l'a formée. C'est évident. C'est une calomnie, puisque Pallas est ma rivale, qu'elle vienne donc se mesurer à moi. On verra bien qui gagnera. Et si je perds, je me soumettrai à n'importe quelle épreuve. Il faut que j'intervienne. Alors la déesse Pallas, qui a tout entendu, décide d'intervenir. Elle pose sur sa chevelure blonde de faux cheveux blancs et se courbe au-dessus d'un bâton. Et ainsi déguisée en vieille femme, elle s'adresse à Arachné. Je sais, Arachné, que tu es la première des mortels pour le travail de la laine. Mais, croisant ma vieille expérience, tu ne peux pas rivaliser avec une déesse. Au contraire, demande-lui pardon pour les propos que tu as tenus. Ce pardon, j'en suis sûre, elle te l'accordera. Pauvre vieille, tu as perdu l'esprit. Voilà ce que c'est que de vivre trop longtemps. Réserve tes conseils à ta fille ou à ta brouille si tu en as une. Moi, je ne prends conseil que de moi-même. Et n'imagine pas que tu puisses me faire changer d'avis. Puisque je l'appelle, pourquoi la déesse ne vient-elle pas en personne? Craint-elle de concourir avec moi? Elle vient. La voici. Aussitôt, les nymphes et les femmes qui se trouvent là, effrayées, s'empressent de lui rendre hommage. Seule Arachné n'éprouve aucune peur. Elle tressaille simplement et une rougeur subite envahit son visage, puis disparaît rapidement. J'insiste pour que ce concours ait lieu. Je vous assure que je remporterai la victoire. Soit que ce concours ait lieu. Sans perdre un instant, chacune s'installe devant son métier à tisser, y tend d'abord le fil de la chaîne. Ensuite, passe et repasse entre ceux-ci, à l'aide d'une navette, le fil de la trame, qu'elle serre à petits coups avec un peigne. Chacune fait voler au-dessus du métier ses mains agiles et, dans son ardeur, oublie sa fatigue. Toutes deux se hâtent. Les fils qu'elles entrecroisent revêtent les couleurs de l'arc-en-ciel, des teintes douces au ton foncé, et la pourpre comme l'heure s'y mêle. Pallas représente les dieux de l'Olympe, graves et majestueux. Arachné, elle, dessine Europe, la jeune fille que Jupiter enlève. Le roi des dieux a pris l'apparence d'un taureau.
L'art d'Arachné est si grand qu'on se croirait devant un taureau véritable et devant les flots de la mer. Vraiment, devant une œuvre aussi parfaite, personne, pas même Pallas, ne peut trouver à redire. Pallas, vexé de la réussite d'Arachné, se précipite sur la toile de sa rivale et il la déchire avec sa navette. Puis elle frappe la jeune Mantel plusieurs fois à la tête. La malheureuse n'accepte pas un tel affront. De rage, elle saisit un lacet, le noue autour de sa gorge et se pend. Ne meurs pas, mais reste pendue insolente. Ta race entière subira la même peine jusqu'au plus lointain de tes descendants. La déesse, avant de s'éloigner, asperge Arachné d'une sucre d'une herbe empoisonnée. Aussitôt, les cheveux de la jeune fille tombent et son nez et ses oreilles. À ses flancs s'attachent, au lieu des jambes, de maigres doigts interminables. Il ne lui reste plus qu'un ventre d'où sort un fil. Et de ce fil devenu araignée, Arachné file et tisse sa toile pour l'éternité.